Bonjour, merci de me recevoir ici, d'écouter ce que j'ai à vous dire. Moi je m'appelle Romain Pellegrini, je suis interne en hématologie de l'Institut de Dijon et j'ai décidé pour ma thèse et mon projet de recherche de me diriger un peu vers l'éthique avec l'aide du professeur Queneau. Moi je suis interne en hématologie et j'ai pris une partie de faire une surspécialité entre guillemets en m'orientant vers la réanimation. Et donc j'ai essayé pour mon projet de recherche et de thèse d'essayer de lier les deux et donc d'essayer de comprendre comment on pourrait intégrer la réanimation avec l'hématologie, sachant que c'est une spécialité avec des pathologies potentiellement lourdes et donc potentiellement pouvant amener les patients en réanimation, et avec donc, toutes les questions éthiques qui se posent, à savoir le bon patient, au moment, et est-ce que ça va être bénéfique pour le patient. Le constat qu'on peut faire et que M. Queneau avait montré sur un papier d'un PLOS ONE en 2019, c'est qu'il existe en réanimation des séjours inappropriés, c'est-à-dire des patients qui vont en réanimation alors que ça ne leur est pas bénéfique. Ils avaient pu déterminer des séjours inappropriés comme des patients ne souhaitant pas, par exemple, à la réanimation, ou un médecin référent ou traitant ayant écrit sur le dossier ou en parlant avec un animateur qu'il n'y avait plus d'espoir au niveau thérapeutique et que donc un passage en réanimation allait emmener plutôt de la souffrance que des possibilités pour le patient, et où que le patient, au moment où la réanimation se pose, était déjà au-delà des ressources thérapeutiques que la réanimation pouvait apporter. Malgré ça, il existe quand même des séjours inappropriés, et toujours dans ce même papier, ce qu'on se rendait compte, c'est que on ne connaissait pas les souhaits du patient, notamment avec les directives anticipées qui sont peu réalisées, ou alors le patient était incapable de répondre. L'intérêt de réaliser au préalable les directives anticipées ou d'en avoir discuté avec le médecin et les réanimateurs. Et puis les autres causes, c'était qu'on ne pouvait pas joindre la personne de confiance ou les médecins référents n'étaient pas disponibles au moment opportun. Du coup, la question qu'en résulte de ça, c'est essayer d'anticiper dans le parcours de soins du patient, donc quand il peut intervenir, quand il peut encore rédiger notamment des directives anticipées, lui apporter l'éventualité de la réanimation et voir avec lui si il l'acceptait ou pas. Et avec lui, d'ailleurs, il y a des médecins référents aussi. Donc, le rationnel du but, ça serait de respecter finalement les volontés du patient, puisque c'est le respect de l'autonomie du patient qui est une des principales choses qu'on doit réaliser en médecine. L'importance de l'implication du patient en projet de soins, puisque c'est certes nous qui apportons les techniques, les décisions médicales, mais c'est au patient in fine de décider jusqu'où il veut aller. Ça permettrait aussi également de diminuer la souffrance du patient s'il n'a pas besoin de la réanimation, mais également des personnels soignants qui sont face à des maladies aussi graves et confrontés au décès, peuvent se poser la question, mais qu'est-ce que le patient fait là, qu'est-ce que je fais, je fais plus de mal que de bien au patient, et c'est pas notre vocation. Et puis ça serait aussi pour permettre l'adéquation de la certification de 2020 qui va arriver, qui nous dit qu'on va essayer de mettre en adéquation les moyens et les résultats, c'est-à-dire qu'il faudra choisir le bon patient avec le bon traitement au bon moment. Ça, c'était plutôt le côté éthique de l'étude. Et puis, du côté hématologie, je me suis posé cette question-là, puisque on n'en fait pas beaucoup, les directives anticipées, alors, en hématologie et comme en médecine en général. Mais en hématologie, je trouve que c'est important puisque c'est des pathologies qui sont lourdes, avec une évolution potentiellement défavorable, mais en même temps qui est difficile à prévoir puisque les traitements sont de plus en plus efficaces et on arrive à guérir de plus en plus de gens.
mais pas tout le temps, et donc c'est justement là la limite, et de savoir est-ce que ces patients-là, on va pouvoir le guérir ou pas, et jusqu'où on doit aller. Donc c'est l'importance de la culture de traitement en hématologie, où on traite, sans trop se poser de questions. Ce qui ne nous aide pas, c'est le fait qu'on est constamment dans des essais thérapeutiques, parce que la recherche au niveau des thérapies ciblées notamment va toujours vers l'avant, améliore toujours les pronostics des patients, mais pareil, pas tout le monde. Et puis en hématologie, on ne se pose pas trop de questions éthiques. L'objectif donc de l'étude, ça serait de décrire et comprendre les attitudes et les perceptions des patients donc, qui sont porteurs d'hépatopathie maligne, concernant justement donc là l'éventualité d'un passage en réanimation. Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils acceptent de l'être au courant? Est-ce qu'ils veulent y aller? Et donc en leur expliquant les tenants, les aboutissants des traitements qu'on peut faire ou pas, et du pronostic plus ou moins péjoratif de leur pathologie. Pourquoi faut-il qu'ils acceptent d'anticiper, d'encaisser tout ça, et à quel moment de leur parcours de soins il faut qu'on leur apporte ces informations. Ça serait donc une étude prospective. J'essaierai que ça soit multicentrique parce que je suis de Tours, donc, pour qu'on ait une vue aussi un peu d'ailleurs que uniquement sur Dijon, pour voir si les pratiques sont un petit peu différentes. Donc avec des entretiens semi-dirigés, et puis donc jusqu'à la saturation des lignes. Les patients que je penserais inclure dans cette étude seraient plutôt des patients donc, avec un pronostic péjoratif, donc les leucémies aiguës bien sûr, et après plutôt les lymphomes et les lymphomes du sujet plutôt âgé ou en rechute. Chez le sujet jeune, le lymphome, qui va recevoir un premier traitement qui va marcher, c'est 95% de guérison. Donc leur parler d'emblée de directive anticipée, de fin de vie, tout ça, ça me paraît un peu prématuré. Mais par contre, effectivement, quand c'est des maladies qu'on a du mal à guérir, qui rechutent, etc., là ça devient, les pourcentages de guérison chutent drastiquement, et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faudrait leur proposer, en tout cas leur expliquer l'éventualité d'un passage en réanimation et jusqu'où on va, jusqu'où ils acceptent d'aller. Merci. Merci beaucoup. Je vais laisser tout de suite la parole soit aux collègues, parce que les questions de méthodologie peuvent être très intéressantes. Tout de suite une remarque, mais le changement de programme était quand même très opportun, parce que je trouve qu'il illustre très bien quelle peut être la fonction de la recherche en éthique, justement, en travaillant sur quelles sont les attitudes, les perceptions. D'autant que sur les directives anticipées, je me souviens des discussions et du retour qu'on avait fait à Paris des états généraux de la bioéthique, où il était sorti des débats publics que ces directives anticipées, elles étaient parfois utilisées pour un usage qui n'était pas celui pour lequel on pensait au départ, qui est de pouvoir porter sa volonté quand on n'est plus en capacité de le faire, et où ces directives anticipées servaient parfois d'instruments dans des rapports de force entre soignants et soignés, ou par rapport à des revendications militantes, sans prononcer sur la légitimité ou pas. Mais en tout cas, il y a ces directives anticipées qui servaient des fois à beaucoup de choses, mais pas ce pourquoi on les avait prévues. Et je trouve que réaliser une étude sur la manière dont on peut penser l'usage des directives anticipées pour leur fonction première, c'est peut-être l'échelon manquant qui nous manquait entre le juridique et la pratique, pour qu'elles assument sur le plan éthique la fonction qui leur avait été donnée. Et puis vous aviez évoqué là cette logique du traitement qu'on retrouve beaucoup en hématologie, et ça c'est peut-être aussi un levier intéressant. On travaille beaucoup au niveau de l'espace éthique sur la formation des soignants, pour relativiser un peu cette culture de l'action dans le champ de la santé et privilégier des temps de réflexion. Je te laisse, Régis, si tu veux développer un peu plus après, mais cette idée que soigner, c'est aussi ne pas faire et pas être toujours dans ces dimensions d'action sans limite, pour ainsi dire. Et inversement, donc la formation est un bon levier, mais peut-être qu'aussi passer par les usagers via leurs directives anticipées peut être aussi une façon de remettre un peu en cause cette culture de l'action comme ça. Donc je trouve que c'est un projet qui était intéressant. Est-ce qu'on a dans la salle des questions, des réactions, des remarques? L'idée, c'est aussi de se dire, c'est un projet qui n'est pas encore lancé. Non, c'est un projet qui est en cours, donc si on peut être dans une logique aussi d'échange assez constructif dessus. Par exemple, je ne sais pas, si les collègues du centre de visite clinique, il y a peut-être des représentants d'usage dans la salle. Si vous voulez intervenir à un moment. Merci pour cette présentation.
Je me demandais juste au niveau peut-être de la méthodologie. Vous avez mentionné des entretiens semi-directifs. Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé effectivement aux différentes dimensions que vous allez aborder dans ces entretiens? Et puis je me demandais aussi comment vous alliez faire, parce que finalement il y a quand même une difficulté à demander à des personnes de parler de leur directive anticipée. Vous avez vous-même signalé que c'était un sujet compliqué à aborder. Donc du coup, comment vous allez vous y prendre pour susciter une parole à ce sujet-là? Alors pour l'instant, il n'y a rien d'établi. Ça serait peut-être des questions implicites sur est-ce qu'ils veulent qu'on leur en parle, oui, non, quelle information veulent qu'on leur apporte. Et puis ça me permettrait ensuite de diriger vers d'autres questions plus précises et leur expliquer au fur et à mesure pour essayer de voir. Puis il doit y avoir probablement aussi plusieurs caractères qui, certains ne veulent pas du tout avoir d'informations, d'autres veulent tout contrôler, tout savoir, et donc essayer d'adapter un peu le questionnement en fonction, avec d'abord des questions ouvertes qui dirigeraient vers ensuite des questions plus précises en fonction de ce que le patient souhaite ou pas. Ouais, merci beaucoup pour votre présentation et pour votre projet. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, a priori, les directives anticipées ne sont qu'un outil, mais sont un outil d'aide, théoriquement, au cheminement d'une personne qui se sait atteinte d'une maladie, qui se sait susceptible de le devenir, et que je vous encourage d'ailleurs à regarder l'avis à cet égard du comité d'éthique de la FHF nationale sur les directives anticipées. L'un des enjeux est d'explorer, peut-être, de votre point de vue, mais je ne sais pas si c'est l'arrière-pensée que vous avez derrière ce travail-là, en quoi cet outil que l'on présente un peu rapidement, on l'a dit, comme une fin en soi, où on confond la fin et le moyen, c'est juste un moyen. En quoi cet outil d'aide au cheminement aide au cheminement. C'est peut-être ça qui est intéressant. C'est particulièrement intéressant dans la spécialité qui est la vôtre, où finalement il est assez fréquent de constater qu'il est difficile de se projeter en général, mais en particulier en hématologie, être certain qu'un traitement va marcher ou surtout qu'il ne va pas marcher est très difficile, et du coup les professionnels de santé eux-mêmes ont une propension à éviter de parler de ce qu'ils craignent eux-mêmes, et ils ne veulent pas en parler avec ceux qui craindraient aussi ce qu'il peut advenir. Et donc l'hypothèse est que travailler sur des directives anticipées, c'est aider quelqu'un à entrer en cheminement par rapport à sa propre existence, par rapport au sens qu'il lui donne, par rapport à la finalité qu'il peut avoir, et peut-être un outil, un vrai outil pour faciliter l'expression de l'autonomie de la personne. Et c'est un des enjeux. C'est pour ça que j'insiste pour que on soit bien dans une compréhension de la directive anticipée comme un simple outil et pas comme une fin en soi. J'entendais à la faveur, si on peut dire les choses comme ça, de l'affaire Vincent Lambert, cette espèce de campagne publicitaire sur les directives anticipées qui, à mon avis, a un effet contre-productif sur cette idée que ce n'est qu'un outil. Finalement, l'enjeu n'est pas que les gens écrivent des directives anticipées, l'enjeu est qu'ils cheminent. Et si ce cheminement les conduit à en écrire, ben, c'est bien. Mais s'ils ne le font pas, pourvu qu'ils aient cheminé et qu'on les ait amenés à être dans un exercice de cette autonomie difficile qui consiste à se penser dans la fin de son existence, et à mon avis, c'est là qu'est l'enjeu d'un travail comme celui que vous menez. Bonjour, Corinne Deschamps, je travaille sur un pôle de gérontologie comme psychologue et on travaille en particulier sur les directives anticipées en ce moment et ça réactive des souffrances énormes chez l'équipe soignante qui a beaucoup de mal à faire passer les directives anticipées car ça leur renvoie à leur propre finalité. Excusez-moi. Et les résidents ont aussi beaucoup de mal. J'ai souvent des réponses comme « c'est pas le moment »,« il est encore temps »,« ça ne me concerne pas », et c'est difficile d'avoir des positionnements.
Et d'autant plus qu'en EHPAD, on a énormément de personnes atteintes de troubles ou psychiques ou cognitifs qui ne peuvent pas comprendre ou anticiper. Donc on n'arrive pas à faire passer les directives anticipées pour tous nos résidents. Un peu un défi d'essayer de faire réaliser des directives anticipées, que ce soit pour les patients ou même pour les médecins, parce que nous non plus, je pense qu'on n'en fait pas beaucoup parce qu'on n'aime pas dire aux gens qu'on ne va pas y arriver. Parce que, au contraire, on est là pour essayer de les aider. Mais justement, ça permettrait, je pense, à tout le monde, patients et soignants, d'avancer peut-être plus sereinement et de prendre des décisions thérapeutiques plus adaptées à la situation. Je voulais vous dire que pour quelques personnes qui ont passé leur directive anticipée, qui étaient en fin de vie, le jour où il a fallu faire le choix, eh bien, nous souhaitions les garder à l'EHPAD pour faire une fin de vie en soins palliatifs dans leur lieu de vie, et les médecins ont choisi de les envoyer à l'hôpital. Donc c'est aussi difficile parce que c'est aussi un enjeu de pouvoir entre les médecins et les équipes soignantes. Oui, exactement, je pense que personne, enfin, les soignants et les patients, à mon avis, n'auraient pas voulu aller à l'hôpital et peut-être que justement on leur fait des directives anticipées ou quelque chose qui s'en approche aurait permis d'éviter ça et peut-être diminuer les souffrances de tout le monde d'ailleurs. Bonjour, Julie, je suis interne en hématologie à Besançon aussi. J'avais juste quelques remarques sur le plan méthodologique. Est-ce que tu n'as pas peur d'avoir des représentations, des perceptions très différentes entre le CHU de Tours, qui est quand même l'unité du professeur Colomba, avec une politique de développement des soins palliatifs qui est très importante depuis longtemps, par rapport au CHU de Dijon, où quand même on est confronté à des personnes qui sont très jusqu'au-boutistes. Est-ce que tu penses que ce ne serait pas un biais d'emblée dans la confrontation des deux? Et puis ma deuxième remarque, c'est la population que tu choisis d'étudier. Ça me semble très vaste. Du coup, est-ce que tu veux t'adresser à des personnes qui ont un projet plutôt palliatif au sens de non curable, ou est-ce que c'est vraiment pour toute personne atteinte de l'hémopathie maligne? Pour Tours et Dijon, tu as raison. À Tours, ils sont avec le professeur Colomba, où il y a beaucoup plus de soins palliatifs, mais je pense que ça serait même intéressant de voir, parce que je suis pas sûr que, même si c'est le professeur Colomba, que la culture des hématologues soit si différente. Je pense qu'en France, tous les hématologues sont un petit peu, notamment avec toute cette recherche qu'il y a derrière, toute cette thérapie ciblée qui est là, etc. Je pense qu'on aime bien traiter, et surtout qu'on donne de plus en plus de chances aux patients de s'en sortir. Mais oui, peut-être qu'il y aura de grandes différences entre les deux, mais je prends le risque. Pour la population de patients que je choisis, je pense que non, c'est pas forcément pour les gens palliatifs, mais disons que j'ai fait exprès pour certaines pathologies comme les lymphomes de prendre des jeunes, puisque effectivement là on est vraiment dans une type de guérison. Je pense que sinon pour tous les autres, dans le myélome, qui est pour l'instant une maladie qu'on ne sait pas guérir, moi je vois là dans ce service, il y a des patients qui sont en 12-13e ligne thérapeutique, continue, et personne ne se pose la question ou alors une personne m'en a parlé aux patients, de dire, parce qu'on leur vend comme on a des moyens, on peut vous aider, mais au final c'est une maladie qu'on ne guérit pas, donc jusqu'au bout là. Et puis pour les autres, pareil pour le lymphome en rechute, c'est quand même la guérison existe, mais le pourcentage est quand même de 50 à 60%, donc une partie des gens à qui on n'arrivera pas à guérir, et puis les aigus, j'en parle pas, c'est quand même assez faible. Donc ça fait beaucoup de patients, ouais.
surtout avec l'activité qu'il y a à Dijon. Mais justement, je verrai avec la situation des données, voir si les gens rapportent un petit peu toujours la même chose. Peut-être qu'une sélection peut-être plus serrée des patients à inclure dedans est nécessaire. Si je peux répondre, effectivement, vos questions elles sont très pertinentes, mais c'est vrai que dans le champ de la recherche qualitative, c'est ça l'intérêt d'ailleurs, c'est d'avoir des points de vue un petit peu différents, des patients un petit peu différents d'une pathologie à l'autre. Donc ça, c'est vraiment le but de la recherche qualitative, comme ça doit être fait, c'est-à-dire, comme disait Pascal, c'est qu'on va éclairer effectivement le champ de la question avec différentes populations. Alors c'est pas hypothético-déductif, quand on essaie randomisé, mais c'est plutôt inductif, donc on va effectivement essayer d'induire des choses, et notamment la perception que peuvent avoir les patients par rapport à une finalité qui sera cette recherche-là. Alors pour rebondir sur les directives anticipées, l'idée c'est pas tant des directives anticipées, c'est de passer ce cap des directives anticipées. C'est peut-être qu'aux États-Unis ou au Canada, on parle d'advanced care planning, c'est la planification anticipée des soins, c'est-à-dire qu'on fait participer le patient à son parcours de soins. Et aux États-Unis, ce qu'ils veulent, c'est délégaliser les directives anticipées, alors que nous, on les a légalisées en 2005, et passer plutôt sur ce processus-là. D'impliquer le patient dès le début de son projet thérapeutique, et je suis d'accord avec vous sur le jusque-boutisme des hématos à Dijon, mais c'était l'angle d'attaque et la problématique, et c'est une manière aussi de changer, nous, les choses localement, parce que la recherche, ça va changer un petit peu les choses, et c'est souvent que local, et de se dire, finalement, cette planification anticipée des soins, c'est de dire, on va intégrer le patient dans son projet de soins, dans son projet thérapeutique, et notamment des éventualités de complications qui peuvent amener en réanimation. Il y a quand même un gap très important entre comment voit le patient, enfin comment le médecin voit son patient au travers de sa pathologie et de ses traitements, et puis l'éventualité de la réanimation. Nous, on a l'impression, en tout cas en réanimation, que rien n'était anticipé. Alors, ni du point de vue du patient, ni des proches, et souvent les patients et les proches apprennent la pathologie, la gravité, le recours finalement à des traitements palliatifs, puisqu'on a quand même beaucoup de traitements comme ça, notamment en oncosolide, mais également en hémato. Donc l'idée vraiment du projet, c'est d'avoir une espèce de cartographie, peut-être que dijonnaise et puis des gens de Tours, mais je pense qu'il y aura, si les questions sont bien amenées avec des thèmes, des sous-thèmes, comme on a l'habitude de faire, finalement les gens pourront peut-être s'exprimer, peut-être à se dire, les directives anticipées à un moment donné, c'est pas le bon plan, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est quand même figé ces directives anticipées, mais plus se dire, on va être associé, mais si on est associé, on a un vrai partenaire. Pour l'instant, nous, en tout cas sur Dijon, que ce soit entre l'hémato et l'arrêt, il n'y a pas de partenariat, c'est-à-dire qu'on nous impose globalement des choix de prendre un patient, et on sait que c'est assez catastrophique dans la majorité des cas, et puis du côté aussi des soignants, qui sont dans le reproche également, je pense en hémato à Dijon, de se dire finalement les patients ne participent pas à leur projet de soins, les soignants ne participent pas également au projet de soins des malades, c'est quand même un peu embêtant. Je ne suis pas sûr que les médecins entre eux en tout cas participent bien au projet de soins des malades. Donc voilà, c'est vraiment un angle d'attaque qu'on a voulu prendre là-dessus, et puis passer encore une fois des directives anticipées à tout prix. Je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. D'ailleurs, ça n'évoluera pas, ces directives anticipées, on n'en fera pas plus, c'est certain. Par contre, ce que souhaite la société maintenant, c'est comprendre en tout cas pourquoi on les soigne, pourquoi on les traite, où est-ce qu'on veut les emmener, avec quel traitement on veut les emmener, puis qu'on leur dise à un moment donné, mais il peut y avoir des complications. On parle de l'immunothérapie, d'ailleurs les carticelles qui vont arriver, où il y aura des complications très très sévères. Donc c'est des thérapies certes innovantes avec des complications, pour qu'on explique aux patients, on vous donne une thérapie innovante très coûteuse, mais il peut y avoir ces complications, est-ce que derrière vous souhaitez effectivement aller dans une structure comme la réanimation, si derrière, nous l'idée en réanimation c'est de participer à ces échanges, c'est pas du tout effectivement de dire on prendra au poids le patient, mais qu'il y ait vraiment des échanges dans le parcours de soins du patient. Et Régis l'a rappelé, c'est-à-dire que c'est pluridisciplinaire, c'est avec le patient, ses proches bien évidemment, avec les soignants du service, mais ça soit aussi transversal, c'est-à-dire qu'on puisse éclairer la trajectoire du patient, le projet de soins du patient, avec d'autres disciplines, et que ça soit la réanimation. Donc nous on va intégrer de ce fait le centre Leclerc, on va essayer de participer en tout cas à des prises de décision d'admission en réanimation, en étant dans les RCP d'oncologie. Et on espère effectivement qu'on va pouvoir éclairer, nous, le champ de la réanimation et les possibilités thérapeutiques qui peuvent être offertes aux malades dans ces conditions. Donc c'est vrai, là on n'a pas beaucoup progressé bien évidemment, parce que l'idée c'était comme de partager avec vous. Mais je crois que c'est important de dire que les directives anticipées, malheureusement, elles vont être enterrées avant qu'elles ne puissent exister, parce qu'on va arriver sur une autre logique maintenant, et puis les gens demandent d'autres logiques, c'est d'être beaucoup plus intégré dans les soins, que de dire à un moment donné, et pour l'avoir fait à la SRLF et avoir rédigé à la SRLF le formulaire d'objectifs anticipés, sur qu'on fait cocher des cases aux gens, c'est quand même assez problématique.
Alors qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez avoir une jambe en moins, un bras en moins, un œil en moins? Enfin bon, je dis c'est fou quoi. Mais c'était une demande, effectivement, après l'affaire Vincent Lambert, de dire qu'il faut faire des directives anticipées dans tous les domaines et il faut que les gens en rédigent. C'est complètement ahurissant. Ma question, effectivement, vous avez parlé du fait que beaucoup de patients étaient intégrés dans des protocoles. J'ai travaillé en cancérologie à Lyon, centre Lyon-Bérard, et je me suis aperçue que c'est très difficile de faire sortir un patient d'un protocole parce qu'il y a des enjeux financiers derrière. Donc quand on parle de faire participer le patient à son projet de soins, quand on le sort d'un protocole, ça pose des gros problèmes de financement d'études. Comment vous pouvez surmonter ce problème? Théoriquement, la recherche qui est faite, c'est pas la recherche en éthique en l'occurrence, mais la recherche de nouveaux traitements, cette recherche ne doit pas impacter les soins qui sont donnés aux malades. Voilà, mais Lyon-Bérard, c'est un centre, effectivement, c'est un des plus gros centres au niveau national, qui gagne beaucoup d'argent avec cette recherche. Mais bon, là, on est quand même obligé d'éclairer, quand on parle d'éthique de la recherche n'est pas là au sens des individus qui la font, mais ça sera pour le patient, globalement. Donc, théoriquement, enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez nous, c'est que le patient peut être inclus dans un projet thérapeutique, même si ça, effectivement, ça rapporte de l'argent. On peut quand même lui poser la question de savoir s'il veut continuer ou pas. Sur quel projet, la recherche ne doit pas être une fin en soi, entre guillemets. Je pense que c'est le projet, mais je comprends effectivement, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire on a inclus dans des protocoles, il faut qu'on aille jusqu'au bout, parce que sinon derrière, ça sera des événements indésirables, ça sera l'FDA qui va venir contrôler les dossiers, parce que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et c'est tous les enjeux, tu l'as bien rappelé effectivement, ils sont inclus dans des protocoles pour qu'on aille jusqu'au bout. Oui, ceux qui a 5 minutes de chimiothérapie, on va jusqu'au bout. Donc ça, c'est aussi notre question. C'est aussi une question éthique, effectivement, la recherche dans ces pathologies-là. C'est vrai que ça nous renvoie sur les questions éthiques de la recherche. Ah bah oui, c'est oui. Est-ce qu'il y a d'autres dernières questions? Oui, je trouve. Ah oui. Excusez-moi. Les directives anticipées, ensuite, malheureusement, alors on va peut-être y arriver plus tard, si elles ne fonctionnent pas, après, moi, derrière, j'ai des demandes d'euthanasie. J'ai des demandes de ce type-là. Donc, pour répondre à ces demandes-là, en fait, j'ai renvoyé les personnes qui le souhaitaient vers l'étude de SAGE qui a été menée à Besançon pour pouvoir justement en parler avec des chercheurs et essayer d'élaborer un petit peu un discours. Parce que souvent, quand je fais passer les directives anticipées, la personne en face va dévier vers l'euthanasie. C'est pour ça qu'en fait, quand vous me disiez que les directives anticipées étaient figées, je suis d'accord sur ce point de vue-là. Après, la demande dans les directives anticipées, ça peut être je veux qu'on m'accompagne en fin de vie si vous sentez qu'il y a de la douleur, de la souffrance. Les directives anticipées, il ne faut pas qu'on oriente trop les directives anticipées. C'est ce qu'on ne voudrait pas. Alors nous, c'est ce qu'on ne voudrait pas, c'est globalement, pour avoir étudié ça, c'est je ne veux pas souffrir en fin de vie, je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. En sachant que souffrir en fin de vie, bien évidemment, personne ne le souhaite. Et puis je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, on ne sait pas ce que ça veut dire globalement. Donc moi, ça ne me gêne pas trop, effectivement, que ces patients-là, quand ils disent on veut qu'on soit accompagné, finalement, on les accompagne, mais on n'a pas besoin de l'écrire sur un formulaire. Moi, à mon sens, il faut du bon sens dans le sens du soin. On n'a pas besoin de remplir des papiers. Juste peut-être pour réagir à ce que vous dites, je pense que le fait que le législateur en soit arrivé à considérer que la loi pouvait concerner cette disposition, cet outil, est à mon avis un excellent indicateur du déni de notre société vis-à-vis de la question de la finitude. Ça semble d'une évidence que la question n'est pas d'écrire ces directives anticipées, mais probablement plutôt de penser le plus tôt possible au fait que vivre, c'est aussi se destiner à mourir. Et que vivre, c'est probablement penser à ce qui nous attend demain, et penser, ça peut contribuer à écrire une directive anticipée, etc. Mais on a à interroger dans notre société ce rapport à la question de la finitude qui est assez étrange, me semble-t-il, où on voudrait invoquer des outils qui seraient des solutions miracles au fait que nous ne pensons pas, ou que nous escamotons la pensée de notre propre finitude.
Et nous avons un travail à faire, c'est vrai pour les personnes malades, c'est vrai pour les personnes qui ne le sont pas, les personnes âgées en particulier, qui s'acheminent vers la fin de leur existence, en particulier lorsqu'elles entrent dans un établissement qui est souvent le dernier lieu de leur existence, et à considérer, comme certaines études l'ont montré, que le sujet qui est le plus évité, c'est celui de la fin de vie dans les discours, et le sujet qui est le plus présent dans l'angoisse des pensionnaires, c'est précisément ce sujet qui est évité. Donc il y a quelque chose de la matérialisation d'une dénégation, mais je reviens sur l'idée que vous allez là explorer peut-être la possibilité d'avoir un outil qui aide à cheminer, à penser en quelque sorte. Bonjour, Christelle Bernier, cadre de santé en EHPAD. Moi, ma question relate au sujet du consentement éclairé du patient, justement dans la mise en place des soins. À mon humble avis, ça doit être déjà la première démarche avant les directives anticipées. Donc comment est-ce que vous comptez interroger aussi cela dans votre travail de recherche, ou est-ce que vous avez complètement exclu d'explorer ce consentement éclairé? Normalement, pour ce qu'on est éclairé sur les traitements à la maladie, c'est le rôle des docteurs quand le patient arrive dans le service et qu'on lui a diagnostiqué sa pathologie en lui expliquant les tenants et les aboutissants. Après, effectivement, c'est pas toujours bien fait. Surtout les arrivées peut-être en urgence, un peu catastrophiques quand les gens ne sont pas bien. On les répète parfois tout au long du séjour ce que c'est la maladie, qu'est-ce qu'on va devoir faire. Mais oui, bien sûr, c'est la première chose à faire, effectivement, c'est que les patients comprennent leur maladie, mais peut-être qu'aussi avec cette étude, sans parler forcément de directive anticipée, mais peut-être qu'on va se rendre compte que justement c'est ça le problème, c'est que dès le début les gens en fait sont pas au courant de ce qui se passe, ou alors ne l'ont pas intégré, ou ne veulent pas l'entendre, et comment on peut faire différemment dans ce monde. C'est une très bonne question, la question de consentement qui revient à la question de l'autonomie, c'est l'autonomie comme principe éthique, entre guillemets. Mais le consentement à soins, il est toujours un petit peu tacite, c'est-à-dire qu'on dit à partir du moment où les gens sont hospitalisés, ils consentent aux soins. Et ça, je pense que c'est une très bonne remarque, et vous avez sûrement l'expérience. Puis après, il y a le déroulé, effectivement, médical qui fait que, effectivement, on est dans une espèce de protocolisation du soin, parce que dans ces disciplines-là, c'est un peu comme ça que ça se passe, mais c'est la discipline qui veut ça. Donc c'est pour ça aussi que ça vaut le coup de se poser ces questions-là. Mais l'autonomie, effectivement, des patients est très importante, mais c'est comment, effectivement, on rend les patients autonomes. Donc là, c'était le versant patient qui va être interrogé, puisqu'on ne voulait pas interroger les médecins d'emblée, parce que voilà, ça va être un petit peu compliqué. Donc on voulait déjà vers ces patients pour ensuite, effectivement, parce que probablement que les médecins pensent qu'ils disent ce qu'ils doivent dire, et puis que les patients ont un consentement qui est tout à fait libre et éclairé. Et je pense que c'est aussi ça, ce déni, comme disait Régis, de penser que les médecins ont déjà impliqué d'emblée les patients dans les soins, et puis que les patients sont parfaitement autonomes et on consent qu'il y a le déni sur le plan médical qui doit certainement exister. Bien, merci beaucoup. Donc on voit comment cet outil que sont les directives anticipées mérite quand même de faire l'objet d'un minimum d'investigation et de recherche plus approfondie avant d'être mis en œuvre, surtout qu'elle le soit dans le respect de l'autonomie et dans la fonction qui est censée.